Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble les différents projets de coopération qui existent au niveau du programme Erasmus+. Donc, pour le temps qui m'est imparti, on va voir la clé action 1, action 2, donc avec des capacités multiples, et on fera un petit exercice comment on va chercher sur le site. Par défaut, j'ai fait des captures sur écran pour qu'on puisse voir ensemble les différentes étapes pour chercher un call proposal sur le portail de ACEA. Avant de commencer, je vais faire une brève présentation du programme Erasmus+. Donc, c'est un programme d'échange et de mobilité qui est intégré dans la stratégie de l'Europe 2020. Donc, il comporte 5 grands domaines, à savoir l'emploi, la recherche, les énergies renouvelables et le changement climatique, l'éducation et la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Ces objectifs, donc, étant un programme multisectoriel, ambitieux et en dimension internationale, il essaie donc d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les différents établissements universitaires, l'accroissement des mobilités étudiants et personnels universitaires vers l'Europe, l'accroissement de l'employabilité des différents diplômés, ainsi que le renforcement de la coopération entre les différents pays partenaires. Le secteur de l'enseignement supérieur connaît plusieurs projets de coopération. Ils sont structurés selon plusieurs actions clés. La première vise la mobilité à des fins d'apprentissage. Donc on a 3 catégories, les mobilités européennes, mobilité internationale de crédit et des masters conjoints. Pour l'action 2, nous avons la coopération pour l'innovation et les bonnes pratiques. Nous avons les renforcements de capacités, partenariats stratégiques, alliances sectorielles et alliances de la connaissance. Et il y a les actions spécifiques, Jean Monnet et sport. Pour la première action clé, la mobilité à des fins d'apprentissage, il y a les mobilités internationales des crédits, dont les objectifs est de permettre aux différents étudiants, personnels enseignants et administratifs d'effectuer des mobilités vers les différents pays et les différents établissements universitaires des pays partenaires. Ça aide également à soutenir l'internationalisation des établissements de l'enseignement supérieur, valoriser la richesse et l'attractivité de l'enseignement supérieur européen et aussi promouvoir la coopération entre les différents pays partenaires. Pour être éligible, il y a plusieurs critères à suivre. Premièrement, pour être candidat, et dans le jargon de l'EACEA, être candidat, c'est être coordinateur d'un projet. Donc, être coordinateur d'un projet, c'est être un établissement de l'enseignement supérieur d'un pays participant ayant obtenu la charte Erasmus+. Pour être partenaire, il faut être un établissement de l'enseignement supérieur d'un pays partenaire du programme. Et le public visé pour ce type de mobilité, c'est les étudiants de la L2 jusqu'au doctorat. Pour les personnels, ce sera des enseignants et les administratifs. Pour rappel, les pays participants, c'est l'ensemble des pays européens de l'Union européenne, ainsi que les pays qui font partie de l'espace économique européen, également les pays en procédure d'adhésion à l'Union européenne. Les pays partenaires, c'est l'ensemble des pays autres, au-delà de l'Europe, y compris le Maghreb. Pour ce type d'action, nous avons 2 types de mobilité. Celle qui vise les étudiants et une autre qui vise le personnel universitaire. Pour les étudiants, nous avons des séjours d'études de 3 à 12 mois pour étudier. Pour les stages, on a des mobilités de 12 mois.
Le personnel universitaire, donc, c'est réparti entre deux mobilités, celle de l'enseignement, donc de 5 jours à 2 mois, à raison de 8 heures de cours par semaine, et une mobilité de formation, donc de 5 à 2 mois. La mobilité vers l'Europe, elle est essentiellement entrante, c'est-à-dire on a 90% de Maghrébins qui font donc une mobilité vers l'Europe, contrairement à 10% qui viennent vers le Maghreb. Donc, une remarque, toutes ces mobilités sont exclusives pour les établissements de l'enseignement supérieur, des établissements universitaires et non pas des centres de recherche. La durée de ce type de mobilité varie de 16 à 12 mois, à 24 mois, et il est souvent recommandé de choisir les 24 mois. Ce type de mobilité connaît plusieurs types de financement. Pour les bourses de mobilité, nous avons des frais de séjour et des frais de voyage. Ces deux types de frais sont tributaires donc du type de mobilité. Comme vous le voyez sur le tableau, donc, la somme change en fonction donc, du type de mobilité entre études, enseignement et formation et selon le pays de destination. Pour le FV, donc les frais de voyage, on a le calculateur kilométrique et là aussi les frais des billets aller-retour, le coût de billets aller-retour va changer en fonction de la distance. On le voit tout à l'heure lorsqu'on fera les projections, vous allez voir comment on va calculer donc, les distances entre les différentes universités, donc l'université d'origine et l'université d'accueil. Et à ce moment-là, on va calculer le coût du billet en aller-retour. Afin d'y participer, donc, il y a plusieurs procédures à suivre. La première, c'est de contacter les établissements européens partenaires donc, par rapport à l'établissement d'origine. Donc, on va exprimer notre volonté de faire des mobilités, ou, que ce soit pour les étudiants ou bien pour le personnel enseignant et administrateur. Il faut définir les champs disciplinaires requis pour ce type de mobilité. Par exemple, si je vais prendre des étudiants en biologie, je vais voir donc quels sont les différents modules retenus dans les différentes formations qui existent chez les pays partenaires. Il faut vérifier la compatibilité des contenus pédagogiques dispensés, c'est-à-dire qu'un étudiant qui part d'ici vers l'Europe, vers un pays, donc une université d'accueil, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des contenus pédagogiques proches, à quelques exceptions près, de ce qu'il a eu donc, au niveau de l'université d'origine. Il faut également reconnaître les périodes de formation, de travail donc, auprès des responsables, c'est-à-dire on ne va pas envoyer des étudiants pendant les vacances. Il n'y aura pas de mobilité, par exemple, pour les, on va dire pour à partir des fêtes de Pâques, par exemple. À ce moment-là, c'est vrai que de notre côté, on n'a pas de vacances. Donc, du côté de l'Europe, il y a des vacances. Donc, on n'a pas à envoyer nos étudiants dans ces périodes. Il faut également justifier des coopérations qui ont existé donc, au préalable entre les différents établissements universitaires. Afin de mettre en œuvre les mobilités, il faut qu'il y ait donc une signature des accords institutionnels bilatéraux entre les différents établissements universitaires, c'est-à-dire l'établissement candidat au projet ainsi que les établissements partenaires. Il faut reconnaître obligatoirement les mobilités entrantes et sortantes, tout en accompagnant les différents participants aux différentes démarches administratives, à savoir le visa, l'hébergement, le transport, etc. Il faut, pour chaque établissement universitaire, il faut avoir un code PIC. Et là, le code PIC, c'est ce qu'on appelle le PIC number, c'est un code qui va permettre à chaque université de s'identifier vis-à-vis de l'EACEA. C'est-à-dire que, on le voit probablement tout à l'heure, lorsqu'on fera le portail des participants, à ce moment-là, vous avez toute une procédure, comment on peut avoir un PIC number. Donc, je ne sais pas si toutes les universités en ont un, mais en tout cas, à Constantine, on a un PIC number et un LIR. Et le LIR, c'est le représentant légal de chaque université. C'est le seul interlocuteur de l'université avec l'EACEA et c'est le porte-parole de l'université donc tout au long du projet. Généralement, les dates de soumission de 2 février, début du mois de février. Oui. Oh, ça change.
Tous les ans, hein, Tous mais les ans. cette année c'était février. Oui, d'ailleurs même au niveau des mobilités, il me semble que, et là je parle sous votre contrôle, pour les mobilités des personnels, ça a changé, c'est toujours 5 jours à 2 mois ou bien c'est devenu une semaine uniquement? Non, non, c'est toujours 5 jours. C'est 5 jours, On n'a pas changé, oui. d'accord. Alors, il y a plusieurs critères d'évaluation de projet, donc il y a la pertinence de la stratégie, la qualité des accords de coopération, qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet et l'impact et dissémination. Là, vous avez des points donc, à cumuler en fonction donc, de la rédaction de votre projet. Il faut avoir un minimum de 70 sur 100 et non pas 50 sur 100. Un 50 sur 100, ça veut dire que le projet est rejeté. Donc, on vise vraiment la qualité du travail. Donc, un minimum de 70%. Et là, je voudrais donc rajouter que selon les pays, il y a plus de compétition. Par exemple, la France, l'université de Montpellier décide de coopérer avec la Chine, avec le Canada, avec la Tunisie et avec l'Algérie, par exemple. Ça va être évalué au niveau français. Toutes les universités françaises vont avoir candidaté pour X pays. L'agence française va classer les candidatures pays par pays, pas par université. Donc on va regarder, par exemple pour la Tunisie ou pour l'Algérie, combien d'universités françaises demandent combien de mois de mobilité, quel budget. Et en fonction du budget qui a été alloué pour les mobilités, mettons, avec les pays du Maghreb, parce que c'est la région, les pays du voisinage, eh bien, on va, en fonction de la note qui a été donnée à la candidature de l'Université de Montpellier, de celle de Marseille, de celle de Toulouse, de celle de Bordeaux, eh bien, on va sélectionner les projets jusqu'à limite de budget. Donc, il faut, dans certaines régions du monde, comme les pays du voisinage, la concurrence est forte parce que c'est beaucoup demandé compte tenu de l'ancienneté de nos échanges. Et donc, il faut avoir 80, 90 sur 100 pour que les mobilités soient accordées. Dans d'autres régions du monde, à l'est de l'Europe, beaucoup moins demandées, avec 70%, vous êtes sélectionnés. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand on vous a présenté les critères par pays, c'est le pays candidat qui écrit, donc par exemple l'Université de Montpellier devrait le décrire, mais avec votre aide. S'il n'y a que l'Université de Montpellier qui décrit comment elle va coopérer avec vous, c'est unilatéral. On ne sent pas vos besoins. Donc vous devez être partie prenante de cette rédaction pour leur décrire vos besoins, comment vous allez faire, et surtout vous accueillez 10%, au moins 10% des mobilités. Donc vous décrivez comment vous allez les accueillir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour accueillir les étudiants européens qui viennent chez vous. Donc voilà, vous êtes partie prenante. Le leadership, c'est le partenaire européen, mais vous êtes partie prenante de ça. Le bémol, c'est qu'il n'y a pas tellement d'argent et donc l'expérience montre, vous allez récupérer 4, 5, 6 mobilités, mais c'est toujours ça. Vous les ciblez bien dans les domaines où vous voulez renforcer votre coopération. Ça peut être des doctorants, ça peut être des masters, ça peut être des licences. Voilà. Donc, c'est pas des gros montants, mais ça peut booster une formation. Donc, il faut bien l'utiliser, ça. Et surtout, rappelez-vous, quand tous les organismes, les institutions européennes avec lesquelles vous avez des coopérations, il faut tirer la sonnette, leur dire ne nous oubliez pas dans vos fiches. Voilà, c'est là, il faut être proactif. C'est ça le point. C'est mobilité internationale de crédit. Si vous attendez qu'on vous téléphone, vous risquez d'attendre longtemps. Manifestez-vous. Alors maintenant, c'est fini pour cette année, mais si vous n'avez pas eu de mobilité internationale de crédit avec des établissements européens, mettez-vous en ordre de marche pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça le message. Et même si vous n'avez que 4 bourses, c'est toujours 4 étudiants ou docteurs qui en bénéficieront. Ça donne un petit plus. Deuxième point, concernant les mobilités à des fins d'apprentissage, nous avons les masters conjoints. Alors pour les masters conjoints, ça contient plusieurs objectifs. Donc premièrement, renforcer l'employabilité des différents étudiants en soutenant les meilleures formations. Donc on cherche vraiment l'excellence. C'est vraiment les meilleurs étudiants du monde
qui vont être sélectionnés. C'est-à-dire on peut lancer une liste d'une centaine d'étudiants et avoir un seul qui est pris. Donc il faut toujours penser à l'excellence au niveau des étudiants. Également pour les masters conjoints, donc ça renforce l'attractivité et la qualité de l'enseignement supérieur en Europe. La durée de ces masters est de 1 an et demi et 2 ans, donc ça renvoie à 60 crédits, donc 30 crédits par semestre. Les critères de sélection se font en matière de partenariat et de programme. Pour les partenariats, nous avons un consortium donc, de 3 universités par pays participant, donc européen, et un pays partenaire ayant un PIC. Le coordinateur doit être un établissement de l'enseignement supérieur européen ayant obtenu la charte Erasmus+. En matière de programme, il faut que le master soit déjà habilité ou en cours de renouvellement, jamais non existant. C'est-à-dire, on n'est pas donc dans l'ébauche d'un master pour se lancer dans ce type de projet. Pour l'EACEA, toutes les disciplines sont éligibles, c'est-à-dire il n'y a pas de préférence, même si les grands domaines sont connus, mais tout est, donc l'éventail est très large pour les différentes disciplines. La période de mobilité donc, pour les étudiants se fait entre 2 établissements universitaires en Europe minimum, et la diplomation pourrait être conjointe, double ou bien multiple. On a plusieurs types de financement. Donc, il y a un financement qui est pour l'année préparatoire et un autre financement pour les différentes promotions consécutives. Donc, pour la première année préparatoire, nous avons 20 000 € et 50 000 € par promotion pour les 3 années consécutives. Cela fait 17 000 € donc, pour les différents à partager entre les différents partenaires du consortium. Ces bourses sont donc le système des bourses il est plutôt compétitif, donc c'est des bourses d'excellence. On vise vraiment l'excellence pour les étudiants. Il y a 13 à 20 étudiants par promotion et pas plus de 3 étudiants par nationalité. Le financement recouvre à la fois les frais de gestion, les frais d'organisation du projet et les frais de participation. Il y a également des bourses additionnelles pour certaines régions géographiques prioritaires, ce qu'on appelle le voisinage, donc y compris le Maghreb. Et puis il y a des bourses d'excellence pour les enseignants à raison de 2 semaines par promotion. Donc, on s'arrête 1 minute là-dessus. Ça, c'est stratégique. Quand vous avez déjà des formations qui sont en double diplôme avec des partenaires européens, certains d'entre vous en ont. Et hier, on a entendu parler de master conjoint. Là, c'est vraiment l'occasion de faire monter ces masters-là au niveau européen, au niveau international. Il y aura des étudiants partout du Canada, de tous les pays du monde, et ça vous donne vraiment une visibilité internationale. Donc, c'est à faire si vous avez déjà, avec certaines universités françaises ou européennes, des masters conjoints ou des masters en double diplôme. Allez-y. Il faut que le master existe, ou alors que vous êtes déjà sur des masters existants et que vous envisagez de le faire en double diplôme avec Grenoble, Toulouse, Bordeaux, XY ou Paris. À ce moment-là, tentez ça. C'est de l'excellence, donc c'est pas du capacity building. C'est pas pour dire nous autres Algériens on est moins beaux, on a besoin de devenir meilleurs. C'est pour dire nous autres Algériens là-dedans on est excellents et on offre une spécialité qu'il n'y a nulle part ailleurs. Dans les domaines qui vous sont, par exemple en sismologie, vous avez des spécialistes parce que vous avez un terrain tout à fait important en sismologie ou dans d'autres domaines, vous voyez, donc c'est votre excellence qu'il faut mettre en avant. Donc ça c'est du côté de la construction de ces masters. D'autre part, vous pouvez inciter vos étudiants à candidater sur les masters déjà existants qui ne sont pas faits par vous, mais dans lesquels ils peuvent obtenir une bourse s'ils sont vraiment excellents. Donc, soyez vigilants, 2 aspects. Montez des masters comme cela si vous avez déjà de fortes coopérations et des points d'excellence, et incitez vos étudiants les meilleurs, parce que la compétition est sur l'excellence, à candidater en master sur ces masters-là. Ils auront la chance d'avoir des masters en double ou triple diplôme pour leur employabilité. C'est vraiment fantastique. Mais il faut qu'ils soient le major de la promotion et
de très loin. Voilà, c'est des belles possibilités. Il faut ratisser large, aller chercher partout. Merci. Afin de mettre en œuvre ce type de projet, il y a certaines modalités à suivre. Donc, premièrement, une signature de convention du consortium par les différents partenaires. Cette convention va contenir les modalités de gestion administrative et financière du projet, les procédures de sélection des différents étudiants, les modalités et services d'accueil des étudiants donc, dans les pays d'accueil et la répartition des tâches entre les partenaires du consortium. Alors, comment candidater? Donc, la candidature se fait sur le site, version électronique. Donc, le dossier comporte 3 parties. Une partie générale qui va... Alors, la procédure de sélection, par contre, la procédure de sélection, donc, ça passe donc, par l'EACEA, c'est l'Agence exécutive éducation visuelle et culture. Elle reçoit les candidatures au mois de mars. Il y a donc une vérification de l'éligibilité des candidatures. Et puis, il y a une évaluation des candidatures par 3 experts. Alors, pour les experts, ce sont des experts en projet européen et il y a toujours un expert qui est de la discipline elle-même. Et donc, à ce niveau, il y a 2 phases d'évaluation. La première phase donc, vise le premier critère qui est la pertinence du projet. Il y a donc une deuxième partie qui est la préparation de la liste des projets retenus pour la phase 2. C'est-à-dire que si on passe la première phase, ce n'est pas encore gagné. Il y a toujours une deuxième phase d'évaluation donc pour le restant des critères, tels que les détails du cursus, la promotion, la transparence du financement, etc. Juste après, il y a le débriefing des experts, c'est-à-dire donc il y aura une consolidation, en quelque sorte des délibérations donc, faites par les experts, la sélection des projets et puis la publication des résultats se fait au mois de juillet. Donc là, vous avez les différents critères par lesquels le projet va passer pour pouvoir être retenu par la Commission européenne. Pour les capacity building, donc renforcement des capacités, donc, ce type de projet connaît plusieurs caractéristiques. Premièrement, le financement des projets se fait dans le cadre d'une coopération transnationale. Il y a une implication des ministères de l'enseignement supérieur et ça regroupe donc les 33 pays participants européens et 150 pays partenaires. Donc là, l'éventail est encore plus large donc, et la compétitivité est plus rude. Parmi les objectifs, et là j'ai listé quelques points non exhaustifs, donc l'amélioration et la modernisation de la qualité de l'enseignement supérieur, améliorer les compétences au sein des établissements, renforcer les capacités de gestion, de gouvernance, de management, d'innovation au niveau des établissements et renforcer les capacités des autorités nationales afin d'améliorer et moderniser les systèmes d'enseignement. Donc pour les capacity building, nous avons 2 types de projets, des projets conjoints et des projets structurels. Pour les projets conjoints, donc l'impact se fait directement sur l'établissement universitaire. Il comporte 3 grandes catégories, à savoir la réforme des curricula, nous avons la réforme de la gouvernance et renforcement du lien entre la société et l'enseignement supérieur. Pour les projets structurels, donc, il y a un impact sur le système et c'est là où on voit l'implication des ministères de l'enseignement supérieur. Donc, nous avons la réforme et modernisation de la gouvernance et la réforme du lien société-enseignement supérieur. J'attire votre attention que Compère fait partie de ce type de projet. Donc là, on est dans la mise en place des systèmes nationaux de certification et de qualification pour le montage et la gestion des projets européens. Il y a 2 niveaux pour ce type de projet. Donc, il y a les projets nationaux, donc l'intérêt et la priorité est nationale à ce moment-là, et ça engage un pays partenaire avec l'Union européenne. Pour le projet multinational, les projets multinationaux, donc c'est plusieurs pays partenaires, donc avec une priorité régionale, une collaboration avec la Commission européenne. Et là aussi, Compère s'inscrit dans ce cadre également. Donc c'est une priorité régionale de mettre en place et de doter les différents chercheurs et les différents personnels administratifs de tous les outils pour monter et gérer le projet. Là, juste pour vous dire, quand et pourquoi choisir un projet structurel ou un projet joint? C'est très important de savoir. Et quand choisir un projet régional et un projet national? Si vous voulez travailler sur des contenus pédagogiques sans avoir d'impact sur le système éducatif au sens large, allez sur des projets joints.
vous aurez du transfert d'expertise pour monter de nouvelles filières ou de nouveaux masters ou de nouvelles licences, sans chercher à réformer le système. C'est un projet dont l'impact est directement chez vous. Voilà. C'est plutôt des types de projets nationaux, parce que les problématiques de structuration de l'enseignement supérieur sur une région sont un peu complexes à aborder. Mais ça peut être, par exemple, des universités de 3 pays du Maghreb qui veulent chacune monter une nouvelle filière qui n'existait pas chez elles dans les institutions ensemble. Donc ce seraient des projets joints, soit national si vous voulez avoir que des Algériens avec vous, soit régional si c'est un problème que vous avez constaté que les Marocains, les Tunisiens ont en commun avec vous. Bien. Ensuite, pourquoi choisir du structurel? Le structurel, c'est un impact plus fort. Vous allez gagner des points. C'est beaucoup plus dur à faire parce que vous attaquez un système. Vous attaquez quelque chose qui va devoir se généraliser. Compère vise à être déployé. C'est pas gagné d'avance, mais c'est l'objectif. Et donc là, il faut obligatoirement que le ministère soit un partenaire. Pas juste qu'il signe une petite lettre disant que nous sommes d'accord avec le projet, mais qu'il s'engage à être partenaire. Pas toujours facile de bouger l'administration, vous le savez autant que moi, mais on le fait, tous nos projets sont structurels, Kofi est structurel. Bon. Vous gagnez des points, parce que l'Europe sait que ça va avoir un impact plus fort. Donc vous êtes mieux noté. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut le faire, mais sachez que si vous faites du structurel, vous aurez des points supplémentaires. De même, si vous faites un projet régional par rapport à un projet national, en fonction des objectifs, le projet régional qui aura plus de visibilité va être mieux noté. Il y a un petit plus, parce que vous avez un plus fort impact, forcément vous avez touché une région. Mais maintenant, si le problème est uniquement algérien, n'allez pas chercher à faire un projet régional. Vous le traitez au niveau algérien. Donc voilà, sachez que c'est plus difficile et un challenge plus grand de faire du structurel et du multi-pays, ça rapporte plus de chances. Voilà, c'est à savoir. Mais c'est pas obligatoire. Ce type de projet connaît également un volet mobilité. Et ce volet mobilité, il est soumis aux mêmes conditions de la mobilité que les Action 1. Donc, il y a toujours des régions prioritaires, c'est ce qu'on appelle les pays voisins. C'est les Balkans occidentaux, de la Méditerranée et les partenaires orientaux. Pour avoir ce volet mobilité, il faut démontrer la valeur ajoutée au projet. C'est-à-dire que je vais envoyer des financiers donc à faire un stage au niveau donc, de Perpignan pour avoir telle et telle compétence. Donc, il y a toujours, au niveau du livrable plus tard, il y a toujours un impact positif donc, lors du retour vers l'université d'origine. On a plusieurs types de bourses, donc, tout comme les Action 1. Donc, pour les étudiants, c'est de 2 à 12 mois pour les stages et de 3 à 12 mois pour les études. Pour le personnel qui soit enseignant ou administratif, c'est 5 à 2 mois, 5 jours à 2 mois, que ce soit pour les enseignements ou bien pour la formation. Le financement donc, de ce type de projet varie entre 50 000 à 1 million d'euros, plus des frais de bourse de mobilité. Et ce budget sera réparti en 5 types de dépenses. Donc, il y a les frais personnels. Le maximum de ces dépenses donc, est de 40%. Il y a les frais de déplacement et de séjour. Les équipements, donc à 30% donc, du budget total. Donc, équipements donc, en matière de consommables, micro-ordinateurs, etc. Et puis de la sous-traitance à 10% du budget total. La sous-traitance, c'est éventuellement si je veux faire un site internet pour mon projet, à ce moment-là, je vais faire appel à des informaticiens. Donc, une partie donc, du financement va donc, du côté des informaticiens. Si je vais faire appel à un traducteur pour relancer mon projet dans une autre langue, à ce moment-là, je fais de la sous-traitance. Il y a donc des modalités de participation pour ces projets. Donc, il y a toujours un coordinateur qui est ou bien un établissement de l'enseignement supérieur européen ou une association des établissements européens ou non. Compère, donc il est coordonné par l'Université de Montpellier et co-coordonné par l'Université de Constantine.
Le partenariat se fait en fonction du type de projet. Pour les projets conjoints, nous avons une participation de minimum 3 établissements universitaires, de 3 pays participants, et donc 2 établissements universitaires partenaires. Pour les projets structurels, nous avons la participation de 3 établissements universitaires de 3 pays participants, 2 établissements universitaires par pays partenaire, et donc l'implication du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Le statut des partenaires peuvent être des établissements privés ou publics, ou bien très actifs sur le marché du travail pour l'employabilité des étudiants. Alors, pour renforcer sa candidature, il y a plusieurs points à garder en tête. Premièrement, il faut que toute rédaction faite soit faite en langue très cohérente et très simple. Il faut bien appréhender le cadre imposé par le ACEA pour la candidature. Il faut respecter les exigences de l'appel, c'est-à-dire qu'au niveau de la soumission, il y a toujours des paragraphes à limiter. Si le ACEA demande 3000 caractères, on n'a pas à mettre 3100 caractères. Là, ce sera rejeté. Donc, il faut vraiment se limiter au niveau donc, des exigences. Sur le plan de la coopération, il faut qu'il y ait une coopération très étroite entre les différents partenaires, tant sur le niveau académique que sur le niveau administratif, parce que si une partie qui va boiter à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ça demande beaucoup de sens de rigueur et de responsabilité, et surtout un soutien de l'institution, qu'elle soit donc la tutelle ou bien l'établissement de l'enseignement supérieur. Alors, où va-t-on chercher l'information? Là, nous avons différents sites sur lesquels on peut trouver les informations. Donc, on a le site de l'EACEA, on a le guide du programme Erasmus+, on a les appels à candidature qu'on va voir tout de suite. Puis on a le point de contact en Algérie. Donc vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'Erasmus+.dz et la boîte mail. Comme on reste à votre disposition également pour d'éventuelles informations, vous avez la plateforme donc, Compare sur le site de l'Université de Constantine. Très prochainement, vous aurez également la boîte mail donc, officielle de la cellule pour qu'on puisse donc, être plus actif et plus proche donc, de part et d'autre. Là, je vais vous montrer comment on peut chercher un call proposal donc, sur le site de l'EACEA. Alors, donc un simple clic sur Google, vous mettez Erasmus+, vous êtes sur le site donc, de l'EACEA. Pour chercher donc, les appels à projets, vous avez Funding. Donc, et là, vous allez trouver donc, les différentes listes des projets retenus pour l'année par l'EACEA. Vous avez les actions, donc actions clés 1, 2, 3, journalier et sport. Vous avez le code, le statut de l'appel, donc fermé, ouvert ou planifié, et puis les références donc, du projet. Là, donc, elles sont mentionnées. J'ai cliqué sur Erasmus Joint Master Degrees, donc c'est un master conjoint. J'ai mis Open, donc toujours en cours de soumission. Et là, je trouve donc j'ai un projet qui est ouvert jusqu'à aujourd'hui, le 16/12/2017 à midi, pile, donc heure de Bruxelles, avec le code, avec les références du projet. Donc lorsque je clique, là donc sur filtrer, alors je suis dans la page du projet. Nous avons à gauche donc Call Notice, donc là c'est la notice générale du projet, donc avec le financement, avec le nombre exact à sélectionner par projet. On a le guideline, donc là c'est le programme, c'est le guide du programme Erasmus+, dans lequel vous allez trouver les différents détails pour pouvoir sélectionner. Là aussi, là j'attire votre attention que rien que la langue anglaise qui sera donc prise en considération, le français et l'allemand là c'est pour information, c'est-à-dire pour lire, mais la soumission va se faire en anglais. Là le e-form, c'est-à-dire donc vous téléchargez donc le document
Donc, En français maintenant. Il est maintenant en français. Hein. D'accord. Maintenant, ils l'ont mis en français. Hein. Oui. D'accord. Alors, les annexes, comme tout à l'heure on a expliqué, il y a toujours une partie, donc partie générale, partie narrative et avec les annexes. Et là, vous avez les différents documents dans les différentes langues. Alors, nous avons Distance Calculator. Donc là, on va calculer la distance entre les différentes villes, donc université d'origine et université d'accueil. Donc, vous cliquez sur Distance Calculator, vous êtes directement orienté vers la page. Vous avez From to, donc moi j'ai mis Constantine to Waterford, et donc là j'ai la distance de 2069 km. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure on a vu le tableau donc, du coût du billet en aller-retour, et je suis dans la deuxième case entre 2000 et 2999 euros, soit 360 euros pour le billet en aller-retour. Oui, l'Europe, jusqu'à présent, les frais étaient avec des maximums, mais vous pouviez payer avec ces maximums très correctement des billets. Là, ce sont des maximums en dessous, qui sont au seuil vraiment limite. Pour aller à Waterford, si vous arrivez à trouver un billet aller-retour à 360 euros, en passant par Paris, vous aurez de la chance. Hein. Essayez de faire Alger-Paris, Paris-Waterford à 360 euros. Il faudra peut-être que vous réserviez 6 mois à l'avance et encore. Donc, il n'y a plus de cofinancement. Il n'y a plus de cofinancement prévu, alors qu'avant, dans les Tempus, il y avait un minimum de 10% de cofinancement. Et donc, ils ont inclus ce cofinancement dans ces frais. C'est-à-dire que là où vous payerez un billet, on vous remboursera 360 euros, le billet aura pu vous coûter 400 euros ou 450 euros. Il faut le savoir. Ça peut poser des problèmes pour un coordinateur algérien pour lequel son agent comptable dit « Comment se fait-il ? L'Europe vous rembourse 360 euros et vous me dépensez 460. » Donc, il faut le savoir que ça peut être un problème éventuellement. Hein. C'est là les problèmes de frais de voyage par rapport à votre législation nationale et à votre agent comptable, il faut les clarifier à l'avance. Si vous êtes coordinateur, hein, il faut être prêt à ce que le billet coûte plus cher que la somme reçue. Voilà. Et enfin, vous avez le point contact donc, pour les masters conjoints. Pour les masters conjoints, vous avez donc le bureau d'éventuelles informations. En Algérie, on a vu tout à l'heure. Donc le NEO, donc le National Office, Erasmus Office, donc c'est le bureau national, donc Erasmus, donc avec ses coordonnées. Et encore une fois, n'hésitez pas à consulter la plateforme Compare sur le site de l'Université de Constantine. On est là donc pour, j'espère, aider la recherche et donc la promotion de nos étudiants donc, vers l'Europe. Je vous remercie.